Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc on s'approche de la fin de cette série de présentation de films, puisqu'effectivement, bon, en termes de présentation de films, on est fini avec cette vidéo, mais ensuite on fera une vidéo sur les séries télé dans le même genre. Et j'ai décidé de changer un peu le concept, parce que concept qui n'était pas pratique à faire avec les sagas ou avec les films à suite, puisque sinon il aurait fallu détailler chaque film ou chaque fois oui, chaque film, mais ce qui est de plus en plus long en fonction du nombre de films qu'il y a dans une série ou dans les sagas. Et du coup, ce que je vais faire ici pour les séries télé, c'est qu'en fait, je vais vous donner le synopsis du film ou de la série pour peut-être vous donner un peu envie de le voir si vous n'avez pas vu, et vite fait donner mon avis, enfin juste un petit commentaire comme ça, en général, mais voilà, pas plus. Pas trop m'attarder à chaque fois, comme ça la vidéo sera pas trop longue. Voilà, donc je vous laisse avec le générique, on se retrouve après. Le premier film, il s'agit de Do Revenge, en français Si tu me venges, donc sorti sur Netflix, qui malheureusement n'a pas de résumé sur Wikipédia, parce que forcément j'étais sur Wikipédia. Et du coup, pour faire simple, ça reprend le système plus ou moins des Lolita malgré moi, mais en mieux travaillé, puisque c'est plus dramatique et tout. Parce que Lolita malgré moi, c'est que t'as une peste dans l'école et on se sert d'une fille pas connue, pas trop enfin qui intéresse pas trop les gens, pour en faire une fille canon et prendre un peu le pouvoir sur l'ancienne reine de l'école. Et puis voilà. C'est globalement un peu le principe de ces films Lolita malgré moi. Si tu me venges ou Do Revenge, ça reprend un peu les concepts de voilà une reine déchoir et tout. Sauf que là, la reine déchue, et c'est dès le début du film. Hop là, elle se fait totalement détruire dès le début du film, et en fait, elle est dans sa quête de vengeance pour détruire ceux qui dirigent en soi l'école désormais, et qui est notamment son ex. Et du coup, l'histoire est intéressante. Pareil, il y a le côté où on se sert d'une personne voilà, qui n'est pas connue, que les gens reconnaissent pas, pour faire du dégât. Et franchement, le film il fonctionne très bien. On a un duo entre Camila Mendes et Maya Hawke qui est excellent. Franchement, le film il est très bon. C'est dommage que Netflix nous casse les couilles à nous parler des machins cisgenres, lesbiennes, gna gna. Alors là, putain, depuis qu'ils ont appris que ça existait, faut qu'ils mettent ça dans quasiment tous leurs projets. C'est juste chiant parce que il y a pas, en fait, il n'y a pas d'intérêt dans le projet. Je veux dire, si ton but c'est de faire une histoire sur les lesbiennes, sur les cisgenres, sur les machins, ok, tu peux en parler. Mais quand ça n'a rien à voir avec le propos de ton film. Là, le propos du film, c'est un mec qui est une ordure qui a balancé une vidéo de sa meuf en train de faire un striptease. D'où vous venez nous casser les couilles avec vos trucs, avec ces trucs-là, quoi. À un moment, ils sont là en mode, ouais, en plus, le couple libre, c'est tellement mieux que les couples monogames. Mais c'est chiant. Et il y a pas longtemps, avec ma mère, on a regardé un film. Et elle lui dit, mais tu vas voir, c'est du Netflix, ils vont nous faire chier avec ces trucs-là. Et ça n'a pas manqué, ils nous ont fait chier avec ces trucs-là, alors que c'est même pas le propos du film. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, parce que tu sens qu'ils se sentent obligés
mettent ça dans leur film, alors que c'est pas le propos du film et que ça n'a rien à voir, alors que pourtant, par exemple, le personnage de Maya Hawke, on sait qu'elle est lesbienne, on n'en fait pas des tonnes avec, on nous le dit, hop, elle est lesbienne et tout, on n'en fait pas beaucoup plus, on crée sa petite histoire d'amour tranquillement, et à côté, bah, faut qu'on te rajoute des trucs sur les cisgenres ou les machins qui n'ont absolument aucun rapport avec l'histoire. Et franchement, ça me saoule un peu parce que Netflix, ils nous font vraiment chier avec ces trucs-là. Mais le film en soi, il reste quand même très bon. Les performances des actrices et surtout de Maya sont excellentes. Et du coup, je vous le conseille quand même. Peut-être que comme moi, les références aux cisgenres, les machins, les trucs non-binaires, voilà, encore un moment. Genre, t'as une personne de Mayao qui dit ah oui, il faudrait soit un homme ou une femme, ou oh non, une personne non-binaire. Putain, mais arrêtez avec ça. Au bout d'un moment, il n'y a pas besoin à chaque fois de préciser pour savoir que n'importe qui peut être inclus dans un groupe ou quoi que ce soit. Enfin, c'est chiant, ça m'énerve. Honnêtement, ça m'énerve de voir ça quand ça n'a aucun rapport. Surtout qu'en plus, tu places ça, mais tu ne fais rien là-dessus. C'est-à-dire que tu places là, ouais, quelqu'un de non-binaire, ça pourrait être bien, mais tu ne rajoutes pas de personnes non-binaires dans le truc, quoi. Tu restes juste avec les deux héroïnes et puis c'est tout. Donc en plus, c'est ça qui me saoule, c'est qu'ils t'incluent des trucs juste histoire de dire, hé, regardez, on dit ça sur eux, on connaît ça sur eux, mais en même temps, ben on ne fait rien de plus pour parler d'eux, pour les mettre en avant, parce qu'on s'en bat les couilles. Et franchement, on ressent beaucoup ça dans les productions de Netflix les plus récentes. C'est un peu triste. Bref, on va partir sur un truc un peu plus joyeux, même si le premier film, je le surkiffe, hein, mais franchement, le traitement est horrible. Donc je vais vous parler de la cinquième vague avec son petit synopsis. Du coup, le film évoque 5 vagues d'attaques effectuées par des extraterrestres qui ont une forme humaine, ça c'est moi qui le précise, chacune plus mortelle que la précédente, qui ont décimé la presque totalité de la Terre. Terrifiée et se méfiant de tout, l'héroïne Cassie, jouée par Chloé Grace Moretz, qui est incroyable, j'adore cette femme, est en fuite et tente désespérément de sauver son jeune frère enrôlé de force dans l'armée. Alors qu'elle se prépare à affronter la cinquième vague aussi inévitable que fatale, elle va faire équipe avec un jeune homme qui pourrait bien représenter son dernier espoir si toutefois elle peut lui faire confiance. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ce film. La cinquième vague est un film que j'ai vu des dizaines de fois. Il est génial, je surkiffe ce film. Chloé Moretz est une de mes actrices préférées. Et surtout, dans la chaîne Anacalypse K-Pop and Song, à un moment, j'ai parlé justement de Sigrid, qui m'avait sauvé de la dépression grâce à ses musiques, l'ayant découverte peu après le décès de quelqu'un d'important. Et ben, ce film, La cinquième vague, également m'a beaucoup sauvé de la dépression, à une période où j'allais pas bien, et du coup j'allais souvent revoir le film au cinéma. Alors les gens ils devaient se dire putain mais il vient souvent voir ce film là, qu'est-ce qu'il fout. Mais en même temps ça me faisait un bien fou de voir ce film, je ne sais pas pourquoi ce film en particulier, mais honnêtement ça me faisait beaucoup de bien, et puis Chloé Moretz c'est une très bonne actrice, les autres acteurs qui sont dedans sont très bons, en plus on a Liv Schreiber quand même qui est excellent, c'est un très très bon acteur, donc voilà. C'est un film, moi, qui m'a moralement fait beaucoup de bien. On passe ensuite au roi Arthur, donc je vais vous faire son petit synopsis. Donc le jeune Arthur vit dans les faubourgs de Londinium avec sa bande et ses amis. Élevé depuis l'enfance dans un bordel par des prostituées, il ignore l'immense destin qui l'attend jusqu'au jour où il s'empare d'Excalibur. Arthur doit alors faire des choix difficiles et rejoint la résistance, avec notamment une mystérieuse mage, et en plus qui est jouée par une actrice qui est née le même jour que moi. Voilà, il doit apprendre à maîtriser l'épée magique, surmonter ses démons et peurs intérieures afin d'unir le peuple breton pour vaincre son oncle le tyrannique Vortigern. Et le film, il est excellent. Bon, faut aimer la réalisation de Guy Ritchie parce que c'est un style très particulier. Mais honnêtement, moi j'adore la façon dont il fait des films et notamment cette revisite du mythe du roi Arthur, je la trouve très bonne. Charlie Hunnam, il est excellent. T'as Jude Law en méchant, c'est excellent. Franchement, c'est un très très bon film. Moi, honnêtement, je l'aime beaucoup. On va passer au suivant qui est Ready Player One, dont le résumé a l'air un peu long, donc du coup je vais pas vous le lire parce qu'il est trop long. Mais en gros, le film Ready Player One, on suit un jeune homme
qui du coup va aller dans l'Oasis, donc qui est un monde virtuel, un jeu virtuel, où en fait, je sais plus trop ce qui est promis à la fin du jeu, mais en gros, faut retrouver des Easter eggs dans le jeu en faisant différentes épreuves et tout, et ensuite tu arrives à un certain stade, voilà. Et du coup, il y a les jeunes, donc il y a le héros, il y a une fille, je sais plus comment elle s'appelle, et un pote du héros dans le jeu, du coup, qui vont s'unir également pour empêcher une sorte d'entreprise qui va absolument prendre le contrôle de l'Oasis. Et du coup, c'est plutôt intéressant. En même temps, déjà, on est sur du Spielberg, donc déjà, on arrive sur un truc très bon en termes de réalisation. On a beaucoup de clins d'œil à plein d'univers et tout qui sont géniaux. Faut aussi pour les jeux vidéo, alors là faut s'y connaître en jeux vidéo, moi je m'y connais un peu moins, mais bon c'est quand même très cool de voir toutes ces références. Là où personnellement je trouve que Free Guy a totalement échoué. Je trouve que clairement Free Guy a tenté de faire un Ready Player One mais c'est totalement cassé la gueule parce que Ready Player One c'est vraiment excellent. Faudrait que je me le remette parce que ça fait vraiment un petit moment que je l'ai pas vu et ça se sent à la façon dont je présente le film que ça fait un moment que je l'ai pas vu. Mais ça reste un très bon film que je vais bientôt me remater avec plaisir, je pense. Ensuite, le prochain film, pareil, le synopsis est un petit peu long, mais il s'agit de Van Helsing, sorti en 2004 avec Hugh Jackman et Kate Beckinsale. Film qui est vraiment très bon, qui m'a bercé une partie de mon enfance et adolescence, où tout simplement le docteur Van Helsing va du coup devoir se rendre en Transylvanie afin de sauver un peuple du joug du comte Dracula. Tout un affrontement avec des vampires, avec des loups-garous, avec le Frankenstein, enfin la créature de Frankenstein. Bref, il y a plein de trucs qui se passent dans le film. Moi, je le trouve vraiment bon. Tout est bien amené, tout est bien expliqué. C'est pas comme La Momie de 2017, que j'aime bien avec Tom Cruise, mais où les choses sont moins bien amenées que dans ce film, qui malheureusement n'aura jamais eu de suite. Ce qui aurait pu être très cool parce que ce film est absolument génial. Et en plus, Hugh Jackman et Kate Beckinsale forment un super duo, je trouve. Ensuite, avec le prochain film, on part dans un petit drame. Alors, je vous donne le synopsis. Donc, Catherine Stewart, jouée par Julianne Moore, une gynécologue, a des doutes sur la fidélité de son mari David Stewart, joué par Liam Neeson. Elle décide d'embaucher Chloé Sweeney, une jeune escort girl, jouée par Amanda Seyfried, pour qu'elle séduise son mari afin de vérifier ses suspicions, mais elle finit par tomber dans son propre piège en succombant au charme de la jeune femme. Du coup, le film est vraiment génial. C'est pas mon film préféré d'Amanda Seyfried parce que j'ai vu la quasi-totalité de sa filmographie, mais je trouve que le film est vraiment très bon. Et surtout, le personnage de Chloé est juste d'une manipulation sans faille et absolument génial à suivre. Franchement, je vous conseille de regarder Chloé, c'est un drame, mais il est vraiment très très bon comme drame. Franchement, regardez-le. Ensuite, on a Baby Driver, du coup, qui est un résumé, pareil, qui est un petit peu trop long. Du coup, ah non, c'est bon. Du coup, je vous donne le petit résumé. Donc, on a le rôle titre est interprété par Ansel Elgort, qui au début, moi, honnêtement, euh, j'avais beaucoup de mal à vouloir regarder ce film, justement à cause de lui, que j'avais trouvé plutôt moyen euh, dans euh, dans mince, comment ça s'appelle? Dans Divergente, voilà, où il jouait le frère de l'héroïne. Du coup, qui incarne un jeune homme féru de musique devant travailler comme chauffeur pour un gang de braqueurs qui tente de sortir de sa vie criminelle lorsqu'il rencontre la fille de ses rêves en la personne d'une jeune serveuse jouée par Lily James. Et du coup, on retrouve plein d'autres acteurs connus. On a Jamie Foxx, Eiza Gonzalez, Kevin Spacey, enfin voilà, plein d'acteurs connus. En tout cas, le film est bien. De toute façon, comme ils le disent, le truc c'est ça, c'est que c'est un chauffeur qui conduit des membres du gang au début à un braquage, à une rencontre avec des gens qui finit en fusillade, enfin bref, qui se finit mal. Et lui, tout ce qu'il veut au bout d'un moment, c'est de quitter ce monde. Et justement, il va au début dire
à la serveuse, oui bah vas-y, tel jour, on se casse, on s'en va loin d'ici et tout. Et au final, va y avoir plein d'emmerdes et tout. Enfin, c'est un très très bon film. De toute façon, film d'Edgar Wright, donc les films d'Edgar Wright sont rarement mauvais. Mais celui-là, il est vraiment très très bon. Et franchement, le traitement de la musique est juste incroyable. Moi qui ai toujours voulu faire un film autour de la musique, et bah celui-ci a un traitement qui est vraiment parfait à mes yeux. Pour le prochain film, on retombe dans une ambiance un peu moins amusante, avec le synopsis qui est dans une ambiance, je vais lire tel que comme c'est écrit, l'ambiance est lourde dans la maison de famille isolée où James et sa compagne Kristen séjournent. Et pour cause, cette dernière vient de rejeter la demande en mariage du jeune homme. Alors qu'un processus de réconciliation se met timidement en branle, qui c'est peut-être pas le bon mot à utiliser, quelqu'un frappe violemment à la porte. Une jeune femme dont le visage demeure caché dans le noir demande à parler une certaine Tamara. C'est le début d'une nuit cauchemardesque pour Kristen et James qui tentent par tous les moyens d'empêcher un homme et deux femmes masqués et solidement armés de pénétrer dans la maison. Et franchement, je vous conseille de le regarder si vous n'avez pas trop peur des films dans ce style-là, parce que honnêtement, moi, c'est le film, peut-être le seul film d'horreur qui m'a vraiment fait peur. Pas dans le fait que le film fait peur en lui-même, mais parce qu'à l'époque j'habitais à la campagne, que j'ai regardé ce film, qu'après je devais aller sortir le chien, et que j'étais terrorisé dehors dans le noir. Et en plus, quand tu vis à la campagne où il n'y a pas grand monde et que tu vois ce genre d'histoire qui se passe également plus ou moins à la campagne où il n'y a personne, tu dis ouh là là, mon Dieu. Et franchement, le film il met vraiment pas bien. Déjà, t'as toute l'ambiance qui est pesante dès le début. C'est pas comme les films d'horreur classiques où en fait le film commence dans une ambiance joyeuse. Ouais, on va faire la fête parce que c'est Halloween ou des trucs comme ça. Là, déjà dès le début, l'ambiance est assez sombre et tout. Et en fait, ça n'arrête jamais. Tout est toujours sombre du début à la fin de l'histoire. Et en plus, on est vraiment sur une histoire vraiment de harcèlement bien violent et tout. Et franchement, le film, il est vraiment excellent. Je vous conseille de le regarder parce que si vous n'avez pas peur devant les films d'horreur, il faut voir The Strangers qui est vraiment très bon. Pour le prochain film, le synopsis est donc celui-ci. Le film place le spectateur dans un futur proche, une dystopie, dont le cadre se situe en 2054, donc on est encore un peu loin, à Washington, aux États-Unis, bon, soit je n'ai pas besoin de préciser, où trois êtres humains mutants, les précogs, peuvent prédire les crimes à venir grâce à leur don de précognition. Grâce à ces visions du futur, la ville a réussi à éradiquer la criminalité et les agents de l'organisation gouvernementale Pre-Crime peuvent arrêter les criminels juste avant qu'ils ne commettent leurs méfaits. Mais un jour, le chef de l'unité, John Adderton, donc, joué par Tom Cruise, reçoit des précogs une vision le concernant. Dans moins de 36 heures, il aura assassiné un homme qu'il ne connaît pas encore et pour une raison qu'il ignore. Choqué, il prend la fuite poursuivi par ses coéquipiers qui ont pour mission de l'arrêter conformément au système. Et j'adore ce genre d'histoire. Dans la chaîne Akautsi, Literature and Superheroes, j'ai parlé du comics, dans la présentation de mes comics préférés, j'ai parlé du comics Civil War 2, justement qui reprend ce concept du film, où est-ce qu'on doit vraiment arrêter, enfin en se posant la question, est-ce qu'on doit vraiment arrêter les super vilains ou des criminels avant qu'ils aient commis leur crime. Et ici, c'est un peu la même chose. Au début, ils font ça machinalement. Voilà, boum, tac, il va y avoir tel crime, paf, on arrête la personne. Et finalement, au moment où c'est le chef de l'unité, donc Tom Cruise, enfin, joué par Tom Cruise, qui du coup devient la cible, là, il commence à remettre le système des précogs en question. Parce que, comme il dit dans la synopsis, il ne connaît pas la personne, il ne sait même pas pourquoi il devrait tuer cette personne. Et du coup, ça rend plus dangereux l'utilisation des précogs et ça ajoute aussi le fait de est-ce qu'on doit vraiment arrêter des criminels avant qu'ils commettent un crime parce que lui, il est sûr qu'il ne va pas commettre un crime, mais pourtant, bah, les précogs ont l'air de dire qu'il va le faire. Et du coup, c'est tout un bordel et je crois qu'il va réussir à démonter le système des précogs. Enfin, c'est génial. Il y a aussi Futurama qui a fait un épisode en s'inspirant de Minority Report, qui est vraiment un très bon film. Franchement, je vous conseille de le regarder. En plus, on a quand même un bon casting dedans. Il y a même Colin Farrell, donc pas mon acteur préféré, mais que j'aime beaucoup quand même.
Le prochain film s'appelle No One's Lives et du coup le synopsis est plutôt court, hein. Ça me dit 6 mois après l'enlèvement d'une jeune et riche héritière, un couple ayant dû abandonner son domicile avec voiture et remorque se fait kidnapper par un gang de cambrioleurs assassins. En réchapperont-ils? Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que c'est d'un côté une boucherie, et surtout on suit également, je veux dire là où habituellement on suit la vision des victimes, ici on suit surtout la vision des victimes, mais également la vision du tueur. On connaît ses raisons dès le début du film, quelles sont ses intentions et tout, et je trouve ça pas mal aussi. Et surtout quand on voit comment ça va se terminer, voilà, je vous conseille de le regarder. Ensuite, on a le Tomb Raider de 2018 que personnellement moi j'aime beaucoup. Donc le synopsis c'est à Londres, 7 ans après la disparition de son célèbre père, Lara Croft, 21 ans, refuse de prendre la direction de l'entreprise familiale et gagne sa vie en tant que coursière à vélo. Mais un jour, Lara hérite d'un artefact de son père et y trouve la clé pour accéder à une pièce secrète conservant les secrets de ce dernier. Elle découvre une vidéo dans laquelle son père avoue avoir découvert un tombeau où est enterrée la reine Himiko sur l'île du Yamatai, au sud du Japon et en plein cœur de la mer du Diable. Sur cette île, une organisation se fait appeler la Trinité, cherche le tombeau et pourrait donc mettre le monde en danger. Accompagnée du capitaine Lou Ren, Lara décide de partir enquêter pour empêcher que le tombeau ne soit découvert par la Trinité, mais l'expédition va vite basculer en tragédie et se transformer en lutte pour survivre. Honnêtement, j'aime beaucoup ce Tomb Raider. Je sais qu'il est très critiqué, mais moi je l'adore parce que certes, ce n'est pas une adaptation fidèle à 100% du jeu vidéo, mais on a l'essence du jeu vidéo dans le film, et pour moi c'est clairement suffisant. Au bout d'un moment, pour qu'une adaptation soit bonne, faut pas que ce soit mot pour mot, plan pour plan, ce qu'on voit dans une BD, dans un roman, dans un jeu vidéo, ce serait complètement débile. Pour moi, quand c'est vrai que c'est bien quand on respecte bien l'univers, mais pour moi, quand on a l'essence de l'univers, pour moi, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'avoir plus, et je sais que les gens gueulent beaucoup à cause de ça. Mais honnêtement, moi, j'aime énormément ce Lara Croft, j'aime beaucoup le jeu vidéo, et pour moi, on peut clairement aimer jouer au premier Tomb Raider de cette nouvelle trilogie, tout en aimant le film. Voilà, c'est une adaptation, c'est normal que ce soit pas 100% le jeu vidéo, quoi. Surtout que le jeu vidéo, en soi, tu mets plus d'1 heure et demie à y jouer, quoi. Donc, il faudrait plusieurs films rien que pour raconter le premier Tomb Raider. Mais bon, les gens, ils sont un peu cons, donc on va pas leur en vouloir. Moi, je trouve que c'est un bon film, même mieux que les films avec Angelina Jolie. Ça, c'est mon avis personnel. Et voilà, c'est comme ça. Mais faut arrêter surtout avec les adaptations de jeux vidéo, c'est hyper compliqué à mettre en place, en sachant qu'un jeu vidéo se fait en plusieurs heures et que bah faut condenser ça en un film d'1 heure et demie, 2 heures, ce qui est ultra compliqué. Ensuite, on va passer à Disney avec Raya et le dernier dragon. Donc le synopsis est beaucoup trop long, donc je vais le dire moi-même. Mais en gros, on est sur un royaume asiatique euh, où ça a une forme de dragon. Tout est lié au dragon de toute façon. Mais de toute façon, je vais pas m'étaler trop parce que avec le maître d'Anacalypse, on a déjà fait une review sur, alors qui actuellement vous pouvez retrouver sur la chaîne de Anacalypse, koh et Pékin Express si ça vous intéresse, parce qu'on en avait parlé à l'époque où on n'avait qu'une seule chaîne et pendant le Covid. Mais le film, je trouve vraiment bien. En gros, on a une héroïne qui fait une erreur qui va mener à la fin du monde. Notamment, son père va être transformé en pierre à cause d'une créature appelée le drone. Et son objectif, du coup, c'est de retrouver toutes les pierres qui forment un pouvoir spécial contre le drone et pour sauver le monde. Et également retrouver Sisu, le dernier dragon. Et son objectif, grâce à ça, elle va se constituer un petit groupe des différents territoires afin de combattre certains ennemis, dont le drone et pas que, notamment celle qui l'a trahi. Et toute l'histoire avec la fille qui l'a trahi est géniale parce que la moralité à la fin est vraiment très bonne, je trouve. Et je vous laisse en juger en regardant le film.
Ensuite, on passe à mon Disney préféré parmi les Disney des années 2010, même 2020, qu'on peut comprendre dedans, même, en fait, de toutes les années 2000 en fait. Parce que le Roi Lion c'était les années 90, donc c'est plus. Je préfère les années 90. C'est vrai que depuis le Roi Lion, il n'y a aucun film qui m'a autant plu que Zootopie, je pense. À part peut-être Réponse, que j'aime beaucoup, mais pas autant, je pense, que Zootopie. Bref, du coup, le synopsis, Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre, puisque tous ses habitants sont des animaux d'espèces différentes, de l'immense éléphant à la minuscule souris, qui cohabitent dans des quartiers résidentiels allant de l'élégant Sahara Square au glacial Tundra Town, en passant par le miniature Little Rodenta. Lorsque Judy Hopps, une jeune lapine issue d'une grande famille de cultivateurs de carottes, fait son entrée dans la police, elle découvre vite la difficulté de s'imposer parmi ses grandeurs de collègues. Sur le point de se faire licencier pour faute professionnelle, Judy saute audacieusement sur l'occasion de faire ses preuves en tentant de résoudre en seulement 48 heures une épineuse affaire de disparition de prédateurs. Cependant, cela l'oblige à faire équipe avec un arnaqueur professionnel, Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue. Donc voilà, je pense que le résumé est vraiment bon là cette fois. Et le film est vraiment, je le trouve vraiment très bien. N'hésitez pas à le regarder. Franchement, c'est vraiment un très très bon Disney. Et pour finir, on termine avec un des films que je préfère de mon actrice préférée, Elle Fanning, qui est Teen Spirit. Voilà un peu le résumé. Donc Violette Walensky est une adolescente passionnée par le chant. Elle rêve de quitter sa petite ville anglaise et veut à tout prix devenir une star. Flanquée d'un improbable mentor, elle participe aux auditions d'un télécrochet international, Teen Spirit. Cette expérience va tout changer pour elle et va remettre en cause son intégrité, son talent et ses ambitions. Et vraiment, le film, il est très très bon. À chaque fois, il me met dans des états, voilà. Je ressens beaucoup d'émotions à chaque fois que je regarde ce film. Et c'est une des choses que je cherche quand je regarde un film. Donc le pari est bien tenu. Pourtant, c'était la première fois que Max Minghella réalisait un film, puisqu'avant il était acteur. Et puis, bah, franchement, il a très bien réussi son coup. Donc voilà un peu pour Teen Spirit que j'adore revoir de temps en temps. Donc on va arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire vous quel est votre film qui ne possède pas de suite préférée et qui n'est pas non plus un spin-off d'une série de films ou de films. Voilà. Et sinon, bah, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne ou à regarder les vidéos des autres chaînes YouTube Anacalypsy. Et du coup, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.